Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en avais pas faite depuis longtemps pour X raisons, mais en particulier parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Voilà, j'avais beaucoup d'écriture à faire pour mon nouveau roman, pour l'encyclopédie des peintres, des peintres russes et soviétiques, qui va, dont le prochain opus va bientôt sortir. Et puis j'avais plein d'autres tâches à accomplir par Mons et par Vaux, donc je n'ai pas pu publier de nouvelles vidéos, et puis je n'avais pas eu l'occasion non plus d'avoir un sujet à traiter. Mais là, voilà, il s'avère que j'ai reçu la maquette de mon nouveau roman. Certains d'entre vous sont déjà au courant, ont déjà vu d'ailleurs passer la couverture, et donc j'ai reçu la maquette papier de Tcheleken, voilà, qui rend franchement pas mal du tout, hein. Ça correspond tout à fait à ce que j'espérais. Alors il y a quelques petites modifications à apporter, mais on va dire que la couverture est globalement très bien. Donc c'est déjà rassurant. Voilà, et donc ça confirmerait normalement une sortie probable de ce livre courant juillet, puisque l'idée c'est de pouvoir l'inscrire évidemment au prix des plumes francophones, dont la date butoir d'inscription est le 31 août. Et l'idée c'est qu'en le sortant donc courant juillet, quelques primo-lecteurs aient l'occasion de le découvrir et peut-être, qui sait, de laisser des commentaires sur Amazon. Vous savez l'importance des commentaires sur Amazon pour donner de la visibilité aux ouvrages et puis surtout pour permettre aux auteurs aussi derrière de diffuser les avis sur leur propre réseau et donc évidemment de donner envie à d'autres de le découvrir. Et donc l'idée effectivement c'est qu'il y ait quelques primo-lecteurs qui aient le temps de laisser des commentaires avant le 31 août, qui est la date butoir donc des sélections, ce qui permettra effectivement derrière de pouvoir éventuellement avoir un peu plus de chances d'être qualifié. Voilà. Donc, Tcheleken, un roman qui a un titre qui peut interroger, et l'idée évidemment c'est ici dans cette vidéo un petit peu de vous en dire un peu plus sur ce livre, de vous donner, qui sait, peut-être envie de le découvrir. En tout cas, l'idée de cette vidéo, effectivement, c'est de ne pas vous dévoiler l'histoire, mais c'est de vous présenter un peu les grandes thématiques, le cadre géographique et les raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi, évidemment, cet endroit méconnu qu'est Tcheleken. Alors Cheleken, c'est une région qui se trouve au Turkménistan, à l'ouest du Turkménistan, au bord de la Caspienne. C'est une péninsule, c'était une île il y a encore de cela quelques décennies, mais il s'avère que la Caspienne monte et descend de manière assez imprévisible, et donc au fur et à mesure de ces montées et de ces descentes, on a affaire à une île ou à une péninsule. Et là, en l'occurrence, évidemment, dans les derniers temps, la Caspienne a eu tendance à reculer, et donc on a aujourd'hui une péninsule. C'est une péninsule qui est exploitée, on va dire, depuis le début du XXe siècle pour ses nombreuses ressources terrestres, sous-sol, souterraines, mais aussi d'ailleurs au large de la Caspienne. Il y a beaucoup de ressources au large de la Caspienne, et en particulier pour son pétrole et son gaz, mais aussi plein d'autres ressources minérales, notamment l'ozokérite, oui, l'ozokérite qui est donc une matière imperméable, voilà, et puis d'autres minéraux. C'est un sous-sol très riche, certains disent que le sous-sol de Tcheleken est probablement plus riche que le sous-sol des Émirats Arabes Unis et du Qatar, en gaz et en pétrole. Et d'ailleurs, au moment où l'histoire se déroule, l'histoire de mon roman, on est dans les débuts des années 2000, ce sont des compagnies, en l'occurrence, il y a une compagnie émiratie qui exploite le sous-sol de Tcheleken et les plateformes offshore en Caspienne pour collecter le pétrole. Donc c'est une terre très riche en matières premières, une des plus riches au monde. Et donc c'est une terre qui néanmoins est assez hostile, puisque Tcheleken c'est un désert, voilà, un grand désert de steppe, on va dire. C'est pas tout à fait un désert de sable comme le Sahara, on est dans un désert plus de steppe, qui peut être d'ailleurs très froid l'hiver, pendant peu de temps, mais qui peut être très froid pendant les quelques mois d'hiver. Et c'est un désert de sel également. Voilà, c'est très très salé, puisqu'évidemment, comme je l'ai dit, la Caspienne monte et descend, donc vous avez beaucoup de marais salants et beaucoup de terres qui ont été largement salées par la mer. Et donc c'est un désert de pétrole et de gaz, puisqu'en fait, comme le gaz et le pétrole sont
pas si profond que ça. Vous allez avoir des remontées qui vont se faire, hein, des remontées de gaz et de pétrole, et qui vont créer des espèces de lacs à ciel ouvert, des lacs de méthane aux odeurs de soufre et des lacs de pétrole gluant. Enfin, c'est assez atypique. On appelle ça des takirs en fait, hein, c'est-à-dire des espèces de mares recouvertes d'une fine couche solidifiée par la chaleur et par le vent, des mares donc de pétrole et d'argile mélangées à du gaz qui va créer des bulles. Enfin, vous voyez, c'est assez bouillonnant. Il y a aussi des sources chaudes. Enfin, c'est très presque semi-volcanique, on va dire. Donc c'est une terre assez hostile, très particulière, pas très avenante, puisque comme la mer aussi, il y a le vent marin qui souffle continuellement depuis la Caspienne, qui chasse tous les insectes en fait au loin, et donc en fait il y a très peu de végétation, puisque les végétaux, le seul moyen on va dire de se reproduire, bah, c'est par le vent en fait. Donc tous les végétaux qui ont besoin par exemple d'abeilles etc pour se reproduire, eh bien ne sont pas présents sur cette péninsule qui reste donc très désertique et très hostile évidemment à toute présence humaine. Alors, vous allez me dire, c'est étonnant comme cadre, hein, oui, c'est étonnant, mais comme je le disais, même si c'est pas avenant, ça signifie pas que c'est pas artistique, ou en tout cas que c'est pas forcément inspirant pour l'artiste. Et au-delà de ça, au-delà de ce cadre naturel qui est quand même assez exceptionnel, ce qui est très intéressant évidemment à Tcheleken, c'est que c'est une région donc, qui est exploitée pour son pétrole depuis la fin du 19e, début du 20e. Et donc c'est une région aussi où il y a beaucoup de traces industrielles soviétiques. Et donc, un peu à l'abandon d'ailleurs, hein, tout ça c'est un peu tombé en désuétude au moment de l'indépendance du Turkménistan. Donc c'est aussi une région où il y a énormément de vieux débris industriels soviétiques, des vieux silos, des vieux derricks, des carcasses de camions. Enfin c'est vraiment un endroit, vous voyez, au milieu du désert, vous avez énormément comme ça, de structures industrielles à l'abandon. Des vieux entrepôts, une vieille locomotive qui figure d'ailleurs sur la couverture, hein, en couverture, c'est en fait la photo d'une locomotive qui servait de centrale énergétique à l'époque soviétique, qui aujourd'hui est à l'abandon, et donc qui pourrit. Il y a aussi un vieux phare à l'abandon également. Donc voilà, vous avez énormément comme ça de structures, un vieil aéroport hein, qui est à l'abandon depuis la fin des années 90. Donc il y a énormément comme ça de vieilles structures à l'abandon qui créent un décor vraiment très intéressant, très inspirant. Et en fait, l'origine du roman le roman trouve son origine en fait dans ce cadre géographique qui m'a tout de suite inspiré, qui m'a tout de suite conforté, on va dire, dans l'idée que c'était un endroit pour écrire une histoire. Et en plus de ça, eh ben, il n'y en avait pas eu, c'est-à-dire que je me suis plongé un peu dans la littérature, et c'est vrai que Tcheleken n'a jamais été vraiment le cadre d'un roman. Je me suis même un peu plongé dans la littérature turkmène, j'ai regardé un peu les titres, ce qu'il pouvait y avoir, l'époque soviétique, hein, puisque la littérature turkmène contemporaine, il n'y a pas grand-chose, c'est plus à l'époque soviétique. Et Tcheleken, même à l'époque, n'était pas un territoire qui visiblement inspirait beaucoup les auteurs. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme cadre géographique, ça n'a pas été beaucoup exploité en littérature. C'est vrai que c'est pas l'endroit forcément qui fait rêver, hein. On préfère évidemment les belles plages, les cocotiers, ce genre de décorum un peu enthousiasmant. C'est sûr que là, désert de sel, de sable, de pétrole, où il y a plein de carcasses soviétiques, ça fait pas forcément rêver sur le papier, mais pour moi, je trouve que c'est un cadre qui est vraiment très intéressant pour développer un récit. Donc déjà, c'est le cadre géographique qui, moi, m'a clairement attiré, en fait, hein. Au-delà du nom aussi de Tcheleken, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment, sur le plan sonore, qui inspirait tout de suite l'Asie centrale, la route de la soie. Voilà, il y avait vraiment quelque chose d'inspirant dans ce nom hein, de Tcheleken. Et donc j'ai trouvé que c'était un lieu passionnant pour un roman. Donc ça c'est l'origine du roman en fait, hein. J'ai découvert ce territoire par le biais en fait d'ailleurs de mon travail sur l'encyclopédie des peintres russes et soviétiques, puisqu'il y avait un artiste qui était allé à Tcheleken, qui avait peint un petit peu ces territoires-là. Et donc je me suis posé des questions, je me suis dit tiens, Tcheleken c'est quoi ce territoire? Donc c'est là où j'ai découvert un petit peu ce qui s'y passait.
J'ai découvert l'histoire de ce territoire. Il n'y a pas grand-chose sur internet, hein. Même sur internet, vous trouverez peu de photos, même d'ailleurs en surfant en russe. Moi, j'ai cherché un peu évidemment en russe et en turkmène, même si le turkmène, bon, pour le coup, c'est un pays très fermé, donc la langue turkmène est peu présente sur internet. Mais j'ai cherché en russe, il n'y a pas grand-chose, peu de photos, très peu de choses contemporaines. Il peut y avoir des photos un peu plus anciennes de l'époque soviétique, mais vraiment contemporain, c'est pas très commun. Donc voilà, c'est le territoire qui moi m'a inspiré. Je suis parti vraiment de l'aspect géographique. Et au-delà de ça, donc, il a fallu que je développe évidemment une histoire autour de ce territoire. Et très rapidement, donc, je me suis plongé dans l'histoire un peu du Turkménistan. Et en l'occurrence, c'est un pays récent, puisque c'est un pays qui est apparu en 1991, après la dissolution donc, de l'URSS. Donc c'est un pays récent. Donc s'intéresser, on va dire, à l'histoire du Turkménistan indépendant, c'est forcément se plonger dans une histoire récente. Et donc j'ai remonté un peu le fil depuis 1991 jusqu'à nos jours. Et il s'avère que le Turkménistan est en fait une dictature pseudo-communiste, voilà, on va dire qu'il y a un héritage communiste, mais qui est en train de se perdre, mais on reste dans un cadre dictatorial. Une dictature un peu à l'image de la Corée du Nord. Donc c'est vrai qu'on en parle très peu du Turkménistan, c'est un territoire méconnu, beaucoup plus méconnu je pense que la Corée du Nord. C'est un territoire qui aujourd'hui, dans les classements internationaux, est même moins bien classé sur un certain nombre de points que la Corée du Nord en termes de liberté, notamment liberté de la presse, hein. On est vraiment dans un des pays les plus fermés au monde, un des 5 pays les plus fermés au monde, aux côtés de la Corée du Nord, de l'Érythrée, de l'Afghanistan, peut-être la Somalie, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on est à peu près dans ces eaux-là. Le Turkménistan est classé à un score de 1, on va dire, sur 100 en termes de liberté sociale, de la presse, de droits civiques, enfin voilà, de tout ça. Donc, c'est pas un pays forcément très avenant non plus. C'est pas forcément le territoire où on a envie forcément d'écrire, de prendre, on va dire, comme territoire, comme cadre d'un roman. Mais là encore une fois, l'écrivain c'est quelqu'un qui parfois va là où c'est pas très beau, pas très accueillant, justement parce que c'est là en général qu'il y a des histoires intéressantes à écrire, hein. On peut, comme je disais, écrire sur les Bahamas, mais on s'ennuie assez rapidement, il se passe pas grand chose. Moi je préfère effectivement des territoires comme le Turkménistan où on peut vraiment déjà faire découvrir des choses aux gens. Et puis en plus de ça, créer de vraies histoires humaines, puisque c'est dans ce cadre toujours un peu contraint, avec beaucoup de prohibitions, d'interdictions, qu'on peut arriver à créer des trajectoires humaines intéressantes, de mon point de vue, en tout cas à mettre en valeur des trajectoires humaines intéressantes. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au cadre politique, social de ce territoire. Voilà, donc pays qui, à l'origine, jusqu'en 2006, était dirigé par l'ancien premier secrétaire du Parti communiste soviétique, en fait, hein. Il était Niazov, il s'appelait Saparmurat Niazov. Donc il était le premier secrétaire soviétique de la République socialiste du Turkménistan. Et donc ensuite, il va devenir le premier président du Turkménistan, avec évidemment des élections totalement antidémocratiques, hein, et puis avec tout un tas de mesures autoritaires qui vont se mettre en place. Donc Niazov, qui était un président un peu fou, voilà, très mégalomane, hein, vraiment l'exemple type du dictateur mégalomane qui veut envoyer son livre testament dans l'espace, qui se considère comme supérieur à Dieu, hein. Niazov, c'est celui qui va balayer le Coran du revers de la main pour mettre son livre dans les mosquées, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se prenait effectivement pour une figure tutélaire et qui va prendre plein de mesures totalement mégalomaniaques jusqu'à son décès en 2006, moment où lui succède Berdi Muhamedov, Gurbanguly, Berdi Muhamedov. Il faut s'habituer, les noms turkmènes sont particulièrement compliqués. Mais voilà, celui-là va lui succéder, donc un dentiste qui était son ministre de la Santé et qui va faire un coup d'État et qui va donc prendre sa succession et qui va continuer, on va dire, à peu près la dictature tout en ayant, on va dire, un sens un peu plus aigu des affaires. En l'occurrence, il va tisser des liens commerciaux et puis dans la continuité de Niazov, et c'est ce qui fait que le Turkménistan est une dictature relativement méconnue, c'est que le Turkménistan est un pays neutre, à la différence par exemple, de la Corée du Nord. Donc c'est un pays qui ne cherche pas à s'armer particulièrement, qui ne cherche pas à faire la guerre à ses voisins. C'est un territoire qui se considère comme neutre, hein, au même titre que la Suisse, mais évidemment, bon, on va pas forcément aller se réfugier au Turkménistan pour
pour fuir, on va dire, les persécutions, hein, ou pour trouver des accords, mais on va dire que le Turkménistan se considère comme neutre. Donc l'armée turkmène, en fait, est une armée relativement restreinte, et c'est un pays qui, en gros, n'a pas envie de casser les pieds à ses voisins, mais veut rester, évidemment, en vase clos, autarcique, avec donc cette dictature qui s'appuie évidemment, comme beaucoup de dictatures, sur les ressources naturelles très importantes du territoire pour s'enrichir. Donc l'argent du pétrole, l'argent du gaz, l'argent de l'ozokérite, qui n'est plus trop utilisé maintenant, mais qui l'était à une époque, du noir de suie aussi, il y a beaucoup de produits dérivés, les noirs de noir de suie notamment, qui est utilisé pour les pneus, hein, c'est ce qui fait d'ailleurs la couleur noire des pneus, pour les rendre plus résistants. Donc toutes ces matières premières assurent la richesse aujourd'hui du territoire. Donc voilà, une dictature pseudo-communiste, on va dire, avec des personnages peu attrayants et un contexte d'oppression politique fort, avec donc une persécution des opposants politiques. Et donc, justement, mon histoire vise un petit peu à mettre tout ça en avant, à évoquer un petit peu tout ça et à faire connaître aussi le Turkménistan comme une dictature, puisque aujourd'hui, notamment, l'opposition turkmène, qui se trouve pour une partie à Vienne, hein, le parti d'opposition, principal parti d'opposition politique, donc au pouvoir en place, se trouve à Vienne, en exil, bien évidemment. Et donc, cette opposition politique parle du Turkménistan comme d'une dictature oubliée. C'est pas faux, hein, voilà, on est dans une dictature oubliée, dictature qui, évidemment, avec ses ressources naturelles, attire l'attention maintenant de nos jours de l'Union européenne qui voudrait bien peut-être trouver des solutions pour compenser, on va dire, les pertes en pétrole et gaz russes, donc qui regarde du côté du Turkménistan, hein. Normalement, d'ailleurs, cette année, un accord bilatéral doit être signé avec le Turkménistan sur ce sujet, et le Turkménistan qui aussi apparaît comme un allié des États-Unis dans la région, puisqu'on est dans une région qui est très, on va dire, contrôlée par évidemment la Russie, la Chine, et donc les États-Unis aimeraient bien utiliser le Turkménistan comme éventuellement un allié dans la région. On est voisin de l'Iran, hein, on est voisin de l'Iran, donc vous voyez, on est dans une zone très tendue. Et le Turkménistan, en tant que pays neutre, évidemment, apparaît un petit peu comme une plateforme éventuelle pour les États-Unis pour, en tout cas, contrer l'immixtion, voilà, de l'influence chinoise, russe et iranienne aussi localement. Donc pays qui arrange beaucoup de monde, ce qui fait qu'effectivement la dictature n'est pas trop aujourd'hui soumise aux sanctions internationales et voilà, mène sa petite vie tranquille, contrairement à d'autres dictatures qui sont plus malmenées à cause justement de leur côté peu belliqueux. Donc le Turkménistan, une dictature oubliée. Donc l'idée de ce roman, c'était aussi de l'évoquer, d'en parler, sans forcément, encore une fois, s'inscrire toujours dans ce côté donneur de leçons. L'idée, c'est de présenter les choses tels que les événements historiques et tels que les lois turkmènes existent, hein, évidemment. C'est pas de surenchérir, mais c'est de montrer un petit peu tout ça à travers la trajectoire de personnages qui sont des personnages de fiction, mais qui reflètent évidemment une réalité, hein. Il faut savoir que donc mon roman suit la trajectoire d'une famille turkmène, turkméno-russe en fait. L'idée c'était de jouer justement là-dessus aussi, donc avec une famille où le père est russe et la mère est turkmène, pour une raison très simple, c'est qu'évidemment, à l'époque soviétique, donc les deux parents, on va dire, sont au Turkménistan, se rencontrent au Turkménistan à l'époque soviétique, et donc il y avait beaucoup évidemment de Russes, notamment dans l'intelligentsia turkmène, beaucoup de Russes qui donc s'installaient au Turkménistan à l'époque soviétique, et donc il y avait effectivement des couples mixtes, un certain nombre de couples mixtes, et donc l'idée c'est d'avoir choisi évidemment un couple mixte pour en fait la trajectoire de l'histoire, notamment pour la fin du roman, puisque un élément central dans la crédibilité du livre, et notamment dans sa conclusion, vient du fait que le couple est turkméno-russe. Voilà, s'il n'avait pas été turkméno-russe, j'étais très embarrassé. Donc en fait, il a fallu que je fasse un couple mixte, mais qui s'inscrit finalement dans la réalité, hein, de cette époque, puisqu'on a deux universitaires, hein, qui vont donc connaître évidemment les persécutions de Niazov à l'égard des universitaires, justement, à l'égard des Russes aussi, bien évidemment, puisque Niazov était très nationaliste, donc il va tout faire pour chasser les Russes de chez lui. Voilà, les étrangers de manière générale, hein, l'idée c'était évidemment plus il y a d'étrangers au Turkménistan, plus c'est embêtant pour son pouvoir à lui. Donc l'idée c'était de chasser évidemment un maximum d'étrangers. Et donc l'idée évidemment d'un couple mixte, c'était que voilà, on pouvait mettre en avant un certain nombre d'évolutions
on va dire, d'hostilité du pouvoir à l'encontre de ses propres citoyens, hein, de ses propres ressortissants. Et voilà, de mettre en avant la persécution évidemment qui va s'en suivre. Et donc voilà, un couple mixte avec donc 2 enfants, en l'occurrence 2 filles. L'idée là aussi effectivement c'était de voir l'impact dans le temps et notamment tout l'aspect on va dire scolarité et l'accession à l'université, les conséquences, les difficultés que ça peut présenter. Donc voilà, c'est un roman vraiment familial qui suit en tout cas la trajectoire d'une famille dans ce contexte particulier qu'est le Turkménistan, où tout est complètement différent évidemment de nos sociétés. Il faut comprendre qu'au Turkménistan, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, même encore aujourd'hui. On se dit que le monde est un vase clos, on n'a pas forcément accès, surtout que le roman se concentre surtout sur les années 2000-2010, dans ces eaux-là. Donc c'était évidemment encore plus compliqué d'avoir accès aux informations et à l'extérieur du monde. Donc voilà, un roman qui suit la trajectoire d'une famille dans ce contexte un petit peu compliqué. À partir des années 90 pour les parents, mais c'est surtout un roman qui se place dans les années 2000-2010 pour on va dire toute l'intrigue et tout le développement narratif. Et donc c'est voilà, en l'occurrence, pour vous dire en quelques lignes un petit peu l'histoire, le père donc est un universitaire russe, il est condamné politiquement pour des engagements qui sont plus ou moins avérés. Il faut savoir effectivement qu'à l'époque, donc Niazov essaye de se débarrasser des universitaires en les accusant un peu de tout et de rien, de corruption, d'intelligence avec l'ennemi, enfin voilà, tous les prétextes sont bons en gros pour se débarrasser des universitaires, en particulier des universitaires russes, ou en tout cas d'origine étrangère. Donc il est condamné politiquement pour ça, et après sa libération, donc il va être exilé à Tchéléken. En l'occurrence, c'était une pratique assez commune à l'époque, notamment de Niazov, mais pas que, de Berdimuhamedov aussi. C'est que quand vous êtes gracié, il va être gracié en l'occurrence politiquement, vous n'êtes jamais réhabilité, et donc vous avez toute une période de réinsertion sociale, c'était un petit peu l'expression, qui va vous amener souvent à vous retrouver à travailler pour une entreprise d'État dans des territoires où personne n'a envie d'aller. Donc en l'occurrence, Tchéléken faisait partie de cela. Alors c'est pas forcément le territoire qui était le plus choisi, on va dire, pour ça. On préférait envoyer les travailleurs comme ça, condamnés dans les champs de coton, donc dans des régions très chaudes, très arides, où il y a des travaux aussi très complexes, où les gens, voilà, très physiques ou très laborieux, où les gens n'avaient pas forcément envie d'aller. Faut savoir que la réquisition pour le travail forcé est très commun, en l'occurrence au Turkménistan, et il est très fréquent par exemple que les professeurs, quand ils sont en vacances en fait pendant la période d'été, puisque là aussi il y a des vacances d'été au Turkménistan, les professeurs très souvent sont réquisitionnés pour aller travailler dans les champs de coton en juillet-août, voilà, pour aller ramasser le coton, donc c'est assez fréquent. Les fonctionnaires de manière générale, donc évidemment ça concernait aussi les anciens condamnés politiques qui donc devaient passer un certain nombre d'années, parfois toute leur vie, même dans ces territoires défavorisés, où il faisait pas bon vivre, voilà. Donc moi évidemment j'ai choisi Tchéléken pour, comme je le disais, d'abord le territoire qui m'intéressait, puis il y avait tout un tas de choses qu'on pouvait dire sur Tchéléken, et puis encore une fois, dans le cadre de l'intrigue que j'ai choisi, Tchéléken était idéal puisqu'on est au bord de la Caspienne. Et donc il y a plein d'opportunités évidemment de créer une intrigue autour de ça. Donc j'ai choisi Tchéléken pour cette raison. Et en l'occurrence, donc voilà, le personnage, le père en l'occurrence, va être exilé à Tchéléken, et donc évidemment il va emmener avec lui toute sa famille, qui va le suivre. Et donc on va suivre évidemment l'installation, déjà les années on va dire à Ashgabat, les années où la famille se retrouve à Ashgabat avec le père donc condamné politique dans une prison, et encore une fois à Tchéléken, au Turkménistan, quand on est condamné politique, on ne sait pas forcément, et qu'on est la famille on va dire du condamné, on ne sait pas forcément dans quelle prison le condamné se trouve, on ne sait pas pour quelle durée, enfin on sait rien en fait, voilà, on vous dit rien, on les condamnés, on n'assiste même pas au procès, qui d'ailleurs est un procès fantoche, mais voilà, on est envoyé dans une prison, puis on y reste aussi longtemps que l'État juge bon que vous y restiez. Donc et puis vous êtes la famille, vous êtes condamné à plein de contraintes, parce qu'en l'occurrence
à l'époque, au Turkménistan, il y avait très peu, par exemple, de propriété privée, hein, tout ce qui était, on va dire, notamment appartements, maisons, etc. Une grande partie de ces biens, en particulier dans la capitale, appartenaient en fait à l'État. C'est-à-dire qu'on vous mettait à disposition un appartement de fonction, qu'on pouvait vous retirer évidemment si vous étiez condamné politique ou si vous perdiez votre travail, etc. Donc voilà, à l'époque c'était comme ça. Ça a un peu évolué depuis, hein, semble-t-il, mais à l'époque c'était vraiment ça. On détruisait les quartiers justement de maisons individuelles, entre guillemets, pour vous loger dans des appartements prétendument neufs et tout beaux, hein, dans des immeubles, mais qui, bien évidemment, ne vous appartenaient pas, hein, en général. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe évidemment pour la famille de mon personnage, qui va donc connaître voilà, toutes les difficultés de la vie de paria, hein, dans un monde où ça fait pas bon de l'être. Et donc ensuite, on va suivre évidemment toute la trajectoire de cette famille à Tchéléken, les aspirations de chacun des protagonistes, les difficultés qu'ils vont devoir surmonter, et on va se concentrer en particulier sur la trajectoire de l'une des filles, qui est la narratrice aussi du livre. Donc le livre est raconté à la première personne, et donc c'est la narratrice qui fait le récit de son existence, on va dire, à Ashgabat d'abord, puis ensuite à Hazar, qui est la capitale de Tchéléken, hein. Les deux se confondent, hein. À l'époque, Hazar s'appelait Tchéléken aussi, comme la péninsule. Ça a changé à l'époque de Niazov, qui donc a modifié voilà, beaucoup de noms de villes, et donc c'est devenu Hazar, qui est le nom turkmène de la Caspienne. Et donc, on va suivre donc la trajectoire évidemment de cette famille, et en l'occurrence de cette jeune fille, donc à Tchéléken. Donc c'est une jeune narratrice, hein, mais qui raconte a posteriori ses souvenirs, voilà. Donc j'en dirai pas plus pour évidemment pas trop en dévoiler sur l'intrigue, mais voilà, elle raconte a posteriori ce qu'elle a vécu à Tchéléken. Donc voilà, est-ce que sa famille de manière générale a vécu à Tchéléken. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas écrit un roman à la première personne. C'était Une vie d'artiste, mon dernier, donc vous voyez, ça remonte quand même. Voilà, toujours intéressant. C'était intéressant de se placer, on va dire, dans une narration à la première personne pour conserver, on va dire, un côté un peu plus vivant à un récit qui aurait pu être un peu trop démonstratif. Là, l'idée, c'est qu'on est vraiment dans un récit qui soit vivant et qui soit pas trop, comme je le disais, voilà, dans l'essai. On aurait pu facilement, enfin, c'était le danger évidemment avec ce genre de livre, c'est qu'on tombe vite dans l'essai sur le Turkménistan, donc ses institutions politiques, ses institutions sociales, comment on y vit, etc. L'idée, c'était vraiment de tomber de pas tomber dans ce piège justement. L'idée, c'était vraiment d'être dans un roman de sentiments, d'émotions, même s'il y a évidemment tout le fond instructif, politique que je peux décrire, toutes les habitudes aussi, les coutumes, il y a plein de choses à ce niveau-là que j'ai essayé de mettre en avant. J'ai aussi essayé de mettre en avant beaucoup la littérature, puisqu'en l'occurrence, la mère de l'héroïne est elle aussi universitaire, donc, et elle était spécialisée en littérature turkmène. Donc ça permet d'introduire évidemment aussi tous les contes, les vers, les poèmes, on va dire, turkmènes. Il y a toute une poésie turkmène très importante qui a émergé au XVIIIe siècle, hein. Donc voilà, toute cette littérature, on va dire, qui remonte à l'époque persane, hein, pour ainsi dire. On est un peu dans cet esprit-là, turcique, persane et turcique, hein. On est vraiment à la croisée des chemins au Turkménistan. Donc il y a vraiment cette poésie-là qui est nourrie, on va dire, de toutes ces influences avant l'arrivée, on va dire, des soviétiques. Et donc voilà, j'ai essayé de mettre aussi en avant toute cette littérature ancienne, toutes ces traditions, les légendes turkmènes qui vont régulièrement scander évidemment mon livre. Et d'ailleurs, le roman commence par une poésie, donc d'Anna Soltan Kekilova, si je ne m'abuse. Je vais vérifier quand même parce que je voudrais pas me tromper. Voilà, Anna Soltan Kekilova, donc était une poétesse turkmène de l'époque soviétique, plus contemporaine. Le roman donc, commence par un poème de cette poétesse et se termine aussi d'ailleurs par un poème de cette poétesse. En l'occurrence, ça collait parfaitement à la fois au début de mon livre et à la fin. Même si c'est peut-être pas le poème le plus explicite, hein, j'ai pu en choisir de plus explicite peut-être dans mon parcours d'auteur, plus en lien direct avec le contexte, le décorum du livre. Mais là, en l'occurrence, si vous lisez l'ouvrage, vous comprendrez évidemment tout le sens du poème qui fait référence donc à l'héroïne du livre et à son état d'esprit par rapport au choix qu'elle a à faire, puisque le roman, c'est quand même un roman aussi des choix, des arbitrages.
Que faire, voilà, quand on a 14-15 ans, dans une dictature qui vous laisse peu d'avenir. C'était ça un petit peu la réflexion. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi un personnage jeune évidemment, puisque l'idée c'est d'avoir un personnage qui puisse se projeter sur son avenir dans un cadre dont elle n'est pas dupe. Voilà, on est sur un personnage qui évidemment est éclairé par le vécu familial, parce que c'est aussi une personne qui a une certaine intelligence, un certain recul, et donc qui voit bien un petit peu la situation. Et donc l'idée c'était de voir comment cette personne évidemment va se projeter dans son propre avenir, et les choix évidemment difficiles qui peuvent être faits. Voilà. Donc un roman, encore une fois, très documenté, hein, avec vraiment sur le cadre géographique, sur le cadre naturel aussi de chez les Ken, un cadre naturel très particulier. Donc il y a quelques notes de bas de page qui voilà, font peut-être que l'ouvrage peut paraître un petit peu érudit, mais c'est pas le cas, encore une fois. C'est un roman qui, comme d'ailleurs mes autres romans, se concentre quand même vraiment sur l'émotion, sur les personnages, sur les réflexions intérieures des protagonistes, sur les choix à faire, les arbitrages à faire. Et voilà, un roman qui, je pense, saura trouver son public, je l'espère tout du moins. Donc on n'est pas vraiment dans le roman historique, c'est plus contemporain pour le coup, mais on est vraiment sur un roman quand même qui plonge dans l'histoire, on va dire, récente du Turkménistan. Faut pas oublier que, d'après Niazov, donc premier président du Turkménistan, l'histoire du Turkménistan commence en fait 1991, avec l'indépendance. Donc finalement, voilà, c'était compliqué voilà, on va dire que c'est de l'histoire, mais de l'histoire récente, on va dire. Voilà, c'est presque, mais ça résonne beaucoup avec l'actualité, on va pas se mentir. En tirant le fil, bien évidemment, le roman s'arrête à peu près autour des années 2010, comme je disais, enfin fin des années 2000. C'est vraiment la période couverte par le roman, mais en réalité, les fils nous conduisent à l'actualité récente. Voilà. Donc voilà, donc un roman qui j'espère vous plaira, un roman à peu près 350 pages, donc un peu plus volumineux que de coutume, mais il fallait bien pour raconter une histoire de longue haleine, voilà, avec, je l'espère, beaucoup de ressorts aussi, parce que c'est encore une fois un livre très historique, très ancré dans le réel, mais à la base l'idée c'était de faire plutôt un conte dans un esprit, voilà, un peu, oui, un conte pas philosophique, mais enfin voilà, de faire un conte avec cette dimension un peu fantaisiste, entre guillemets, fantaisiste plus que fantaisie qui est connotée. L'idée c'était aussi de mêler, on va dire, le rêve, l'évasion de l'esprit dans un cadre évidemment hyper réaliste. Donc il y a toute une dimension évidemment presque fantaisiste, proche du conte, dans le récit, qui est très réaliste à la fois, donc un mélange un peu particulier qui peut-être interrogera, qui sait, je le souhaite. En tout cas, effectivement, l'idée c'était vraiment un livre très très réaliste, et avec toute cette dimension aussi du rêve, de l'évasion de l'esprit, avec une dimension presque mystique, voilà, par moment. Le cadre se prête de toute façon au mysticisme aussi, le cadre de Tchéléken, avec ses grands villages déserts, avec ses restes soviétiques, la mer, les déserts de sel et les lacs de pétrole. Enfin, il y a toute une dimension évidemment qui peut inviter au mysticisme dans ce roman. Voilà, donc écoutez, moi j'espère que ça vous plaira. En tout cas, un livre un petit peu différent des autres. D'ailleurs, la couverture elle-même, vous voyez, un petit peu différente, un peu plus peut-être moderne dans l'esprit. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, même si ça a été beaucoup de travail, travail de recherche notamment, mais je crois que le résultat était à la hauteur. Voilà, donc cette vidéo était un peu longue, je vais m'arrêter là, et ma foi, dès qu'il paraîtra, donc je vous en informerai sur les réseaux, et j'espère que, ma foi, vous lui ferez bon accueil. Voilà, à bientôt.